Dans la deuxième partie de notre cours, nous allons parler des méthodes dans la lexicologie. Toute étude scientifique commence par l'observation des faits, ce qui permet par la suite de procéder à l'analyse et de faire des généralisations. Pour un linguiste, la méthode d'observation n'est applicable qu'au niveau de la parole parlée ou écrite. L'expérience scientifique est une autre méthode générale. Le lexicologue y a recours lorsqu'il soumet les résultats de son analyse à une vérification objective, par exemple à une espèce d'expertise réalisée par des usagers de la langue. La méthode statistique est d'une grande importance pour toutes les sciences. Pareillement aux autres branches de la linguistique, la lexicologie fait appel à des méthodes spéciales. Parmi les plus répandues sont les procédures de segmentation, l'analyse en éléments constituants, l'analyse componentielle, les méthodes distributionnelles, contextuelles ou transformationnelles. La segmentation est une procédure qui consiste à découper l'énoncé en unités discrètes de niveaux différents, mots, morphèmes, phonèmes. À la procédure de segmentation se rattache l'analyse en éléments constituants immédiats. La lexicologie s'intéresse particulièrement aux constituants immédiats des mots construits, tel le mot patriotisme, qui se laissera graduellement découper de façon suivante. Patriotisme et patrie haute. L'analyse des mots construits en constituants immédiats met en évidence leur structure formative. L'analyse distributionnelle. L'analyse distributionnelle a pour objectif de relever les environnements des unités de la langue, savoir de décrire ces unités par leurs aptitudes à s'associer entre elles. La distribution d'une unité de langue est la somme de tous ces environnements. Ainsi, pour le verbe acheter, à la forme personnelle, la distribution de gauche sera la femme, l'enfant, le client, il, etc. La distribution de droite du pain, de la viande, des fruits. L'analyse distributionnelle permet au lexicologue de déceler les facultés combinatoires des mots et de leurs éléments constituants. L'analyse distributionnelle rejoint la méthode contextuelle qui consiste dans la présentation des phénomènes linguistiques dans un contexte verbal déterminé. Vu que tout mot construit peut être transformé en une construction syntaxique, la méthode transformationnelle s'avère utile lorsqu'on veut en préciser le caractère et le degré de motivation. Par exemple, la transformation de jardiner, jardiner, petit jardin, nous autorise à affirmer que ce mot construit est motivé par le mot jardin, qui en est la base dérivationnelle. L'analyse étymologique est bien utilisée dans la lexicologie française pour exprimer des faits de lexique français tels que des doublets étymologiques, singulier, singulier, hôtel, hôpital, le caractère immotivé de certains types de mots. Dans les études portant sur le contenu sémantique des vocables, on fait appel à l'analyse componentielle ou à l'analyse sémique. Cette dernière vise à déceler les unités minimales de signification
composant sémantique, trait sémantique ou SEM, d'une unité lexicale, mot ou équivalent de mot. L'analyse componentielle met en évidence non seulement la structure profonde de la signification, mais aussi les rapports sémantiques qui existent entre les vocables faisant partie des séries synonymiques, de groupes lexicosémantiques, des champs syntagmatiques et autres groupements. On utilise très activement la méthode d'analyse en groupe lexicosémantique. Les groupes lexicosémantiques, ce sont des mots qui ont quelques traits communs non linguistiques, par exemple les verbes de mouvement, des adjectifs de couleur, etc. Les méthodes spéciales appliquées en lexicologie visent à décrire de façon plus explicite la forme et le contenu des unités lexicales, ainsi que les rapports formels et sémantiques qu'elles entretiennent. Le signe lexical, le mot. Le mot est reconnu par la grande majorité des linguistes comme étant une des unités fondamentales, voire l'unité de base de la langue. Pourtant, la définition du mot se heurte à de grandes difficultés, ce qui entraîne l'apparition, à côté du terme traditionnel mot, de toute une série d'autres termes tels que vocable, lexème, sémantème, monème, etc. Citons à ce propos Alain Rey. Qu'est-ce qu'un mot, écrit-il dans la présentation du Petit Robert? Question simple en apparence, sauf pour les linguistes. Un seul exemple très élémentaire posera le problème. Dans une phrase comme « Nous avons mangé hier des pommes de terre », le typographe compte 8 mots, mais le linguiste n'en peut voir que 5. Remplaçons en effet le passé par le présent et un légume par un autre. Nous mangeons aujourd'hui des carottes. Et le compte est 5 mots. Or, les deux énoncés ont exactement la même structure. Cet exemple montre que plusieurs mots graphiques peuvent former un seul mot linguistique. Avons-mangé, pomme de terre, par exemple. D'autre part, si le mot carotte évoque dans notre esprit un certain légume, le mot des ne renvoie à aucun objet de la réalité. Mais cela ne signifie pas que des n'a pas de sens. Pour s'en convaincre, il suffit de remplacer des par une et le sens va changer. Le morphème est pareillement au mot une unité significative de la langue. Mais à l'opposé du mot, il ne peut nommer, désigner en direct les objets et les phénomènes de la réalité. Cette propriété en fait une unité fondamentale et indispensable de toute langue. Le mot est une unité polyfonctionnelle. Il peut remplir toutes les fonctions propres aux autres unités significatives, fonctions nominatives, fonctions significatives, communicatives, pragmatiques. Il peut se transformer en morphème. D'un côté, marche par exemple dans nous marchons, et constituer une proposition de l'autre, marchons. Malgré les diversités qui apparaissent d'une langue à l'autre, le mot existe dans toutes les langues à ces deux niveaux, langue système et parole. Les mots, et ajoutons les équivalents de mots, constituent le matériau nécessaire de toute langue. Maintenant, le mot est la notion. Notre pensée ne trouve sa réalisation que dans la matière sonore ou graphique, sous forme de mots et de propositions qui servent à rendre des notions et des jugements. On peut parler de notions pour autant qu'elles sont matérialisées sous forme de mots ou d'équivalents de mots.
L'idée ne préexiste pas au langage, elle se forme en lui et par lui. Le français dit « l'appétit vient en mangeant ». Cela reste vrai quand on le parodie en disant « l'idée vient en parlant ». Si nous regardons une rivière, nous l'apercevons. Si nous nous souvenons plus tard de cette même rivière, nous la représentons. L'image concrète de cette rivière est, dans le premier cas, une perception, dans le deuxième, une représentation. En faisant ressortir les propriétés essentielles des rivières en général, c'est-à-dire le courant de l'eau, avec ses rives naturelles à l'opposé d'un canal, etc., nous formons une notion. La notion, le concept, ce n'est plus une image mentale concrète, c'est une abstraction, une généralisation théorique. Le mot rivière s'unit à la notion rivière. Il sert à nommer non pas une rivière déterminée, mais n'importe quelle rivière, la rivière en général. Autrement dit, ce mot exprime la notion de rivière généralisée, abstraite. Le mot généralise principalement grâce à sa faculté d'exprimer des notions. La notion ou le concept peut être rendu par des moyens linguistiques différents, par des mots, des groupes de mots. C'est pourtant le mot par excellence qui sert de moyen pour exprimer la notion. La notion, il est nécessaire de faire la distinction entre les notions de la vie courante ou les notions coutumières et les concepts à valeur scientifique. Ainsi, le mot rivière exprime tout aussi bien une notion coutumière qu'un concept scientifique. Le concept scientifique reflète les propriétés véritablement essentielles des objets et des phénomènes consciemment dégagés dans le but spécial de mieux pénétrer et comprendre la réalité objective. La notion coutumière reflète dans notre conscience les propriétés distinctives essentielles des objets et des phénomènes. Dans son activité journalière, l'homme a surtout affaire aux notions coutumières qui servaient la pensée humaine déjà bien avant l'apparition des sciences. Aujourd'hui, comme autrefois, la plupart des mots d'un emploi commun expriment dans le langage principalement des notions coutumières. Les notions, les concepts peuvent être réels et irréels. Ils sont réels à condition de refléter les propriétés des objets et des phénomènes de la réalité objective. Les notions et les concepts irréels sont aussi des généralisations abstraites, mais ils ne reflètent pas des objets et des phénomènes existants, par exemple ange, diable, centaure. Les notions et les concepts irréels ne sont pourtant pas entièrement détachés de la réalité objective. Ils reflètent des morceaux, des fragments de la réalité, combinés arbitrairement grâce à l'imagination. Les fonctions des mots. En tant qu'élément de communication, le mot possède plusieurs fonctions. La grande majorité des vocables est susceptible d'exprimer des notions ou concepts. Il serait juste que les vocables remplissent la fonction rationnelle, cognitive ou dénotative. Cette fonction est en rapport direct avec une autre faculté propre au mot, de désigner les objets de la réalité et leurs propriétés. Cette autre faculté des mots en constitue la fonction nominative, désignative ou référentielle. Certains mots ont une valeur affective,
Ils servent à traduire les sentiments de l'homme, son attitude émotionnelle envers la réalité. Ce sont des mots à fonction affective ou émotive. La plupart des mots autonomes, tels que les substantifs, les adjectifs, les verbes, ont la faculté d'exprimer des notions et celle de nommer les objets et leurs indices, tels sont homme, main, brave, vigoureux, travailler, etc. Parmi les mots autonomes, on distingue les noms propres de personnes et d'animaux auxquels on attribue uniquement la fonction nominative. Pierre, Lucie, Médor. Aux yeux de certains linguistes, tout mot posséderait la fonction rationnelle. Ainsi, les noms propres rendraient la notion très générale de l'homme ou de l'animal. Médor serait toujours un chien, tandis que Paul s'associerait régulièrement, bien sûr, à l'homme. Si l'on compare, quant à leur contenu sémantique, les mots homme et Émile, pris isolément, la différence apparaîtra nettement. Le mot homme rendra effectivement la notion générale de être humain, doué d'intelligence et possédant l'usage de la parole. Il n'en sera pour Émile, qui n'exprimera pas plus la notion d'homme que Minouche, celle du chat. Donc, au niveau de l'insystème, Émile et Minouche sont dépourvus de la fonction rationnelle. Il est autrement au niveau de la parole. C'est justement ici que les noms propres de personnes et d'animaux se conduisent à l'égal des noms communs. Donc, les noms propres de personnes et d'animaux posséderont la fonction rationnelle et évidemment la fonction nominative au niveau de la parole. Donc, les noms propres, aussitôt qu'un sens propre acquiert la faculté d'exprimer une notion générale, un harpagon, un tartuffe, il sera promu au rang des noms communs et deviendra un mot à fonction rationnelle au niveau de la langue.